Jean-Chris Amoussou, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Irène. Comment vous allez? Très bien, merci. Et de votre côté? Je vais très bien aussi. Alors, vous êtes consultant, formateur et coach certifié en life coaching et vous accompagnez depuis plusieurs années des jeunes ainsi que des professionnels. Ravis de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi aussi. C'est partagé. Alors, mesdames et messieurs, à l'approche des examens, le stress devient une réalité pour de nombreux élèves et étudiants entre pression, peur de l'échec et surcharge de révision. Certains perdent leurs moyens, tandis que d'autres arrivent à transformer cette pression en véritable levier de réussite. Alors, comment passer du stress à la maîtrise? Comment faire de cette pression un moteur plutôt qu'un frein? C'est le thème de notre entretien de ce matin. Et justement, pour entrer dans le vif du sujet, coach Jean-Chris Amoussou, comment est-ce que vous définissez le stress et plus précisément le stress lié aux examens? Merci beaucoup pour la question. Avant de commencer par parler du stress lié aux examens, je vais d'abord dire que le stress en général est une réaction naturelle de l'organisme face à un danger extérieur qui est perçu. Et donc, lorsque l'organisme voit, le cerveau constate qu'il y a un danger extérieur qui est perçu, alors le système mis en place permet en fait de donner des signaux à l'organisme pour demander à l'organisme d'apprêter donc un certain nombre d'éléments de défense. Ouais, donc ce stress peut être négatif, c'est-à-dire quand ça empêche la personne de pouvoir bouger, ou faire quoi que ce soit, d'être dans une peur vraiment totale, une paralysie totale, on ne fait plus rien à cause du stress. Là, on parle du stress négatif. Et ce stress peut être positif lorsque ça devient une source de motivation pour la performance. Et donc, quand on prend par exemple le cas des examens, un élève ou un étudiant qui a des examens à faire, naturellement, il y a le stress qui est là. Absolument. Il se pose la question, quelles sont les épreuves qui vont sortir, quels sont les sujets que les enseignants vont amener, est-ce que je pourrais m'en sortir, est-ce que je pourrais vraiment donner le meilleur de moi-même, autant de questions. Donc, ces différentes questions déjà constituent un niveau de stress. Alors, en dehors de ça, il y a également le stress qui est lié à sa préparation. Ouais. Pour cet examen, de quoi ai-je besoin pour pouvoir être dans la salle. C'est vrai, quand on prend par exemple les examens, les élèves candidats au bac et au BPC, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire pour pouvoir se présenter le jour J. Donc tout ça, ça crée du stress chez l'apprenant. Alors, est-ce à dire que c'est un phénomène normal où il faut justement s'en inquiéter? Non, c'est un phénomène normal, ça arrive à tout le monde et personne ne peut se dire que le stress ne lui est jamais arrivé, ça arrive à tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai lu Signoret, un grand artiste international, qui a dit il faut le trac. Le trac, parce que le trac est l'élément qui permet l'excellence. Et tout artiste qui n'a plus le trac ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Donc c'est quelque chose qui est très important, que même les grands orateurs, les grands hommes politiciens qui ont la parole facile ont. En réalité, c'est ça qui leur permet de performer. Quelles sont justement les principales causes de ce stress chez les enfants ou encore chez les étudiants? Okay. Les principales causes d'échec chez les apprenants sont multiples. D'abord, il y a les principales causes du stress. Oui, les principales causes du stress, voilà. Merci. Oui. Donc, sont multiples. Justement, je voulais parler de l'échec. Donc, ah, d'accord, oui. Voilà. Il y a la peur de l'échec. Ouais. Donc, lorsque l'apprenant a peur d'échouer, ça peut créer un stress chez lui. Absolument. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, et bon, on essaie de faire le meilleur, de donner le meilleur de nous-mêmes. On était parmi quand même les meilleurs. Et puis, il y avait une pensée qui circulait à l'époque. On dit, même les premiers des classes échouent à l'examen. Absolument. Ouais. C'est vérifié. Et donc, à l'approche de ces examens, nous qui avons quand même de très bonnes notes, on avait peur. Parce qu'on a dit, ah, même les premiers des classes échouent à l'examen. Les examens ne connaissent pas. Afin de, je sais travailler, je suis performant, tout ça. Donc, il y a la peur de l'échec, qui peut être une grande source du stress.
Il y a également la peur de l'inconnu, c'est-à-dire on ne sait pas quels sont les sujets que les enseignants vont ramener. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui va sortir, tout ça, ça peut créer une certaine peur chez l'apprenant et ça, c'est source de stress. Il y a également, qu'on appelle le manque de préparation. Ouais. Si l'apprenant ne s'est pas bien préparé, et puis c'est à la dernière minute, il y en a qui sont champions dedans, qui courent de gauche à droite pour chercher les épreuves, pour aller voir ses camarades qui sont peut-être meilleurs plus que lui, pour dire, bon, qu'est-ce que toi tu as appris, qu'est-ce que tu connais, voilà, à la dernière minute. Donc, il y a source de stress puisqu'il ne s'est pas préparé. Il y a également le manque d'organisation personnelle. Ouais. Parce que quand vous allez à un examen ou bien vous avez un concours à passer, il faut de la méthode, il faut s'organiser, il faut mettre de l'ordre dans ses affaires, et il faut avoir une structuration dans tout ce que l'on fait. Exactement. Et si vous n'avez pas cette structuration, donc vous manquez de confiance en vous. Et celui qui se prépare et qui s'organise, et qui a une très bonne structuration, qui a de la méthode, ça crée en lui la confiance en soi. Ouais. Il se dit, bon, d'une manière ou d'une autre, je sais comment ça va se passer, j'ai un peu l'idée là-dessus, et donc il est un peu à l'aise. Ouais. En dehors de ça, l'environnement extérieur aussi peut être source de stress. Par exemple, quand on a des enseignants, bon, excusez-moi, des enseignants qui ne jouent pas bien leur rôle. Certains enseignants, je me rappelle très bien quand on était au collège, qui disent, ah, est-ce que vous connaissez les mathématiques? Ah, attention, l'épreuve qui veut venir là, si tu n'es pas dur comme caillou, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, ça peut créer une source de stress chez l'apprenant moyen qui fait des efforts avant de s'en sortir, donc des mathématiques par exemple. Il y a également l'environnement lié aux parents, donc l'environnement familial. Oui. Si vous avez des parents qui ont tendance à toujours se concentrer sur ce qui ne va pas, ils peuvent facilement créer le stress chez les apprenants pour dire ah, si tu ne t'appelles pas bien, tu penses que c'est les nôtres, les 2, 3 que tu as eu en classe, les 5 à l'examen. Non, c'est pas ça. Hein. Si tu ne te mets pas au sérieux, tu vas échouer. Hein. Donc, cette façon de parler, ça peut créer le stress chez les enfants. Ouais. Et au-delà de tout cela, est-ce que la société, en réalité, n'amplifie pas en partie cette tension, bien ce stress-là? Oui, bien évidemment, la société l'amplifie parce que d'abord, ça dépend aussi des cultures. Hein. Vous savez, quand nous sommes dans, excusez-moi, qu'on le veuille ou pas, nous avons hérité quelque chose du colon, donc une culture française qui est orientée vers la critique, contrairement à une culture américaine qui est orientée vers l'encouragement. Ouais, aux États-Unis, une maîtresse américaine demande à ses apprenants 2 plus 2, ça fait combien? Un enfant répond, ça fait 3. La maîtresse dit, tu es presque arrivé. En France, la même opération, 2 plus 2, ça fait combien? L'enfant répond 3. La maîtresse crie, erreur, faute grave. Ouais, donc, cette différence de culture, quand vous êtes dans un environnement où on est entraîné à la critique, à voir ce qui ne va pas, donc l'environnement déjà pousse les gens, en fait, ça crée le stress en vous. On a peur d'échouer, on a peur de mal faire. Et parfois, cette peur peut nous amener à mal faire et à pouvoir donc échouer. Alors, Jean-Chris Amoussou, dites-nous quels sont concrètement les signes ou encore les effets du stress sur les performances scolaires? Lorsque un apprenant est stressé, bien entendu, les performances scolaires diminuent. Donc, je suis en train de parler donc, du stress négatif. Donc, quand le stress est négatif, vous allez voir des apprenants qui, devant une épreuve, tremblent. Vous voyez, ils ont la sueur partout, ils suent, alors qu'il n'y a pas de la chaleur. Ses mains tremblent. Quand il écrit comme ça, vous voyez même son écriture, il a de la sueur partout parce qu'en fait, justement, il a peur. Son cœur bat plus vite. Parce que ce stress-là, le met mal à l'aise, n'arrive pas à pouvoir maîtriser ce stress. Même si c'est un génie, il va perdre ses moyens. Il va oublier tout ce qu'il a appris. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des camarades me dire ça à la fin, quand on était au collège, à la fin d'un devoir. Et il a bien appris ses leçons, il maîtrisait, mais il dit, mais j'ai tout oublié. Exactement. Voilà, à cause du stress, le mauvais stress. Mais le bon stress peut, en fait, vous encourager à augmenter vos performances. C'est ce stress-là qui vous dit, attention, il ne faut pas que ce devoir de mathématiques ou cet examen auquel je suis en train de participer, il faut que je donne le meilleur de moi-même, que je sois
le premier de la classe, que je sois le premier de l'épreuve. Donc, ça crée en vous une certaine façon qui vous amène à être plus concentré, à être plus organisé et à vraiment suivre les choses dans les détails pour ne pas faire des erreurs. Et là, naturellement, vos performances vont augmenter. À partir de quel moment le stress devient-il un frein plutôt qu'un moteur? Alors, le stress devient un frein lorsque ce stress nous empêche d'aller de l'avant. Quand ça nous paralyse, quand ça crée en nous la peur, l'inaction, et ça crée en nous des réactions anormales. Par exemple, quelqu'un qui est stressé, vous allez voir dans sa façon de parler, la voix est trop aiguë, la personne parle très vite, la personne bouge dans tous les sens. Vous voyez, donc ça peut même créer, je vais dire, comment je vais appeler, certains dysfonctionnements de l'organisme. Ah oui. Vous voyez, certains apprenants qui peuvent sortir plus de 10 fois de la salle pour aller uriner, parce qu'ils sont stressés. Donc ça agit sur cet aspect de l'organisme. Alors, on en vient à présent en ce qui concerne les solutions et autres. Comment est-ce qu'on peut véritablement transformer le stress en une énergie assez positive? Ouais. Alors, le premier travail à faire quand on est en face d'un stress, et moi j'ai l'habitude de le dire toujours, c'est d'apprendre à respirer. La respiration. La respiration consciente. Vous savez, nous ne savons pas respirer. Et souvent, nous ne sommes pas conscients de notre respiration. Et donc, c'est le premier outil, le plus simple, mais très puissant, si nous voulons vraiment maîtriser nos stress. Donc, devant la situation qui me stresse, devant l'épreuve, devant l'examen, la première des choses à faire d'abord, je prends une bonne respiration. Je respire profondément, et je me calme. Je peux même me dire, bon, Jean-Christ, écoute, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Et le simple fait de le dire, déjà, ça a des effets sur moi, et je respire bien. Il y a plusieurs formes de respiration. Il y a la respiration ventrale, où on respire depuis le ventre. Oui. Comment ça se passe? On fait gonfler. Et en gonflant, on fait en sorte que le ventre puisse prendre du volume. Et après, on relâche. Tout doucement, ça sort. Ouais. Il y a la respiration sous forme de volcan. Et ça, moi, je l'applique souvent dans mes ateliers de développement personnel. Et quand vous le faites, la particularité de ce type de respiration, c'est que ça vous permet de vous sentir automatiquement bien. Ouais, comment ça se passe? Vous faites entrer donc, de l'air par les narines, donc l'inspiration. Et maintenant, vous faites ressortir maintenant par la bouche. Et cette fois, vous ouvrez la bouche, mais en accompagnant cela du son. Ah oui, c'est vraiment de la pratique par ici. Ah oui. Et quand vous le faites tout doucement, et vous n'êtes pas pressé, je vous assure, vous détendez en même temps. Vous ressentez, vous êtes à l'aise, quoi. Ça fait baisser toutes les tensions, vous retrouvez votre paix intérieure. Et donc, sur cette base-là, vous vous calmez. Et quand vous vous calmez, vous pouvez mieux faire face à votre épreuve. En dehors de ça, il y a également, comment je vais dire, la préparation mentale, qui est une forme de préparation que les grands sportifs de haut niveau utilisent. Ouais. Vous savez, les scientifiques sont arrivés à conclure la leçon selon laquelle le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu mentalement et ce qui est vécu réellement. Ouais. Ah oui. Donc, lorsque vous avez un examen, un concours, c'est d'abord de vous calmer chez vous à la maison et vous imaginez que vous êtes dans la salle d'examen et vous voyez vos camarades à côté de vous, vous voyez assis à votre place, vous voyez la visualisation. La visualisation. Vous voyez les autres qui sont là, les enseignants qui viennent, puis vous vous observez vous-même, vous êtes serein, calme, vous êtes tranquille, rien ne se passe. Vous pouvez même imaginer que l'épreuve est facile, que vous êtes en train de traiter très bien, ça se passe bien. Vous pouvez imaginer même à la fin, vous êtes sorti, vous étiez content parce que vous avez vraiment tout fait, vous étiez heureux. Et donc, si vous le faites vraiment, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois,
au moins 30 minutes par jour pendant 7 jours, c'est déjà largement suffisant pour que le jour J, hein, vous vous sentez vraiment calme et détendu. Parce que votre cerveau va mémoriser cela. Et le jour J, votre cerveau fera en sorte de reproduire ce que vous avez vécu mentalement. L'exercice auquel vous l'avez forcé, il va vous le reprendre. Exactement. Exactement. Là, c'est bien évidemment autant de techniques et d'astuces hein, que nos chers amis peuvent pratiquer, surtout les étudiants ou encore les élèves qui préparent bien évidemment leurs examens de fin d'année. Justement, j'allais vous poser la question de savoir, c'est vrai, vous venez de parler du jour J, comment est-ce qu'il faut se préparer avant le jour J et à présent, comment garder le contrôle face à la pression le jour J? OK. Alors, quand c'est le jour J, il faut observer un certain nombre de principes. D'abord, il faut se dire que ce n'est pas la fin du monde, donc, et que tout ça va passer, et que la vie va continuer. Ah oui. Et donc, en fait, quand on y met trop aussi, de l'attention aussi, parfois, on peut être embrouillé. Ouais, donc, il faut être détendu. Absolument. Il faut être détendu, savoir que c'est une étape de la vie, ça va passer. Et ça va bien se passer. D'accord. En dehors de ça, on s'assoit et on prend d'abord une bonne respiration, on se calme, ok? Et ça dépend de vous. Vous savez, chacun a sa façon de fonctionner. Il y a d'autres, ils sont plus à l'aise lorsque, bon, ils sont détendus, s'amusent avec les autres, discutent avec, ils font comme s'il n'y a rien. C'est en ce moment-là qu'ils arrivent à maîtriser leur stress. Il y a d'autres, c'est quand ils sont plutôt calmes, tranquilles dans leur coin qu'ils arrivent à maîtriser le stress. Donc, il faut savoir de quel type vous êtes. Et en fonction de qui vous êtes maintenant, adopter les attitudes qu'il faut. Lorsque l'épreuve vient, souvent, les gens pensent qu'il faut toujours commencer du haut en bas. Non, il ne faut pas forcément. Il faut lire Exactement. tranquillement. Oui. Et après avoir lu l'épreuve, se poser la question, quelle est la question la plus facile auquel je peux répondre? Vous pouvez ne pas répondre tout de suite sur la copie, ça dépend de vous. Mais vous trouvez déjà la réponse à ça. Et vous allez de questions faciles en questions difficiles. Et ça fait que vous ne perdez pas de temps. Absolument. Et plus, comme vous avez déjà trouvé la réponse pour telle question, ça vous donne la motivation, ça augmente votre confiance en vous, ça diminue votre peur, votre stress, et vous avancez vers le meilleur résultat. Maintenant, il peut arriver que vous recevez l'épreuve et vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce qui est sur l'épreuve, ou bien la majorité de ce qui est sur l'épreuve, vous ne comprenez pratiquement rien. Oui, ça arrive. Donc, hein. ça arrive. Oui. Donc, il ne faut pas se mettre dans tous les états et dire, non. Il ne faut pas avoir peur, non. La première chose à faire d'abord, c'est d'abord déposer l'épreuve, d'accord? Et de prendre, ne serait-ce qu'une minute, quelques secondes, pour vraiment avoir le calme en soi. Le calme en soi, parce que, vous savez, ça, je vais faire un emprunt dans le développement personnel. En tant qu'être humain, nous sommes connectés donc, à la grande bibliothèque du monde entier, la bibliothèque de l'univers. Et donc, même si vous vous êtes bloqué, vous pouvez faire appel à votre connaissance intérieure qui puisse vous guider, même si vous ne donnez pas la réponse exactement, que vous puissiez donner des réponses quand même qui se rapprochent de ce qui est demandé. Ça, c'est que, quelle que soit la situation, il ne faut jamais s'avouer vaincu, dire que, bon, comme je ne maîtrise pas les questions, c'est terminé, être dans les stress, déjà donner le pronostic toi-même pour dire j'ai échoué, non. Il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste, Ouais. calme et concentré. Et demander à l'esprit qui est en vous, donc de vous accompagner Exactement. à pouvoir avancer. Alors, Voilà. coach Jean-Chris Amoussou, enfin, quel conseil ou que diriez-vous à un jeune étudiant ou à un élève qui, bien évidemment, en procrastine? Ils ont, en quelque sorte, tendance à procrastiner. Ouais. Bon, quelqu'un qui procrastine, c'est d'abord, est-ce que la personne a une vision donc, par rapport à ses études? C'est vrai, parce que quand vous avez une vision, vous avez des objectifs clairs. Alors, je passe le bac, mais je ne vais pas seulement avoir le bac, je vais avoir le bac avec mention très bien. Par exemple, je souhaiterais, après mon bac, être sélectionné dans une école, tout ça. Quand vous avez ces genres d'objectifs, vous n'allez pas procrastiner. Par contre, si vous n'avez pas d'objectif, bon, il y a des apprenants qui disent, bon, moi, si j'arrive il faut que, si j'ai le bac là, ça va me suffire. Hein. Moi, je n'attends rien, même si j'ai 10, c'est bon, moi.
Okay? Comme ça, on peut procrastiner parce qu'on n'a pas un objectif de qualité. Donc, première chose d'abord, c'est de se fixer des objectifs. D'accord? Et deuxième chose également, c'est de s'organiser, se planifier, parce que quand vous ne planifiez pas quelque chose, vous ne pouvez pas faire quelque chose non plus. Donc, je planifie, aujourd'hui, c'est les mathématiques que je vais faire, demain, c'est sciences physiques, après, c'est l'anglais, ainsi de suite. Vous planifiez et vous mettez même des heures, d'accord? Et vous vous donnez une certaine discipline qui vous oblige à pouvoir suivre cela. Et ensuite, donc, s'évaluer pour voir est-ce que je suis en train d'évoluer par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Donc, quand vous faites tout ça, naturellement, vous n'allez pas procrastiner. Mais si vous n'avez pas mis en place ce système, vous allez procrastiner. Alors, bien sûr, nous sommes à quelques semaines des examens de fin d'année. Ça dépend, bien évidemment, du cycle. Alors, coach Jean-Chris Amoussou, quel rôle, j'y arrive, les parents doivent jouer pendant cette période? Alors, les parents ont un rôle très capital à jouer. Le premier soutien pour les apprenants, donc les enfants, les encourager. Ah, mon fils, ma fille, ça va bien se passer, tu vas t'en sortir. Écoute, tu as appris tout au long de l'année, tu n'es pas un paresseux, tu n'es pas une paresseuse, ça va aller, je sais que tu vas t'en sortir. Donc, ces mots d'encouragement, ça permet à l'élève ou bien à l'étudiant de pouvoir vraiment avoir confiance en lui. Ensuite, les parents doivent, comment appelle-t-on, suivre leurs enfants pour qu'ils puissent avoir un plan de révision. C'est vrai, parce que quand c'est un examen, ce n'est pas tout ce que vous avez appris qu'on va vous demander. Donc, faire une sélection. Mais comment j'ai fait pour me retrouver dans ce qui a été sélectionné, c'est quand j'ai bien révisé. Donc, pendant ce moment-là, les parents doivent avoir un regard sur ça. Est-ce que tu as déjà révisé telle matière? Quelles sont les fiches de résumé? Tu dois avoir un œil là-dessus. Est-ce que tu comprends telle partie? Et parfois, même, il peut y avoir des disciplines très difficiles que l'apprenant ne comprend pas. Pourquoi ne pas faire appel à un enseignant, un maître d'études, un répétiteur, donc pour l'aider à pouvoir améliorer cette partie-là pour qu'il puisse vraiment être prêt pour le jour J. Alors, nous avons parlé des parents. Les enseignants sont aussi présents. Quelle est la part de responsabilité qui leur revient? Oui. Les enseignants aussi doivent avoir un discours positif envers les apprenants. Leur dire, écoutez, quand je prends par exemple le cas d'un examen, comme le bac ou BPC, j'en sais rien. Donc, c'est un examen, ce n'est pas un concours, donc on ne cherche pas que vous ayez, voilà. Bon, si vous avez de très bonnes notes, c'est bon, on sera fiers de vous, ok. Mais sachez qu'on ne va pas vous demander qui va vous dépasser. Ce qu'on va vous demander sera toujours à votre portée. Donc, révisez l'essentiel, soyez relax, pas la pression inutilement, vous voyez, des dessous comme ça. Ça encourage les apprenants. Donc, il ne faut pas dire aux apprenants, attention, la mathématique de cette année-là, si vous n'avez pas les yeux solides, les reins solides, non, ces gens de discours sont à proscrits. Ouais. Alors, nous tendons bien évidemment vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin, coach Jean-Chris Amoussou. Quel message souhaitez-vous adresser aux candidats qui nous regardent ce matin? Ok, les candidats qui nous regardent ce matin, je voudrais tout simplement leur dire qu'ils ont tout le potentiel en eux pour pouvoir réussir et décrocher cet examen ou ce concours. Donc, la seule chose à faire, c'est de mieux s'organiser, et davantage de croire en eux-mêmes, de ne pas douter et aussi de faire appel à Dieu, pour ceux qui sont croyants comme moi, de prier et d'avoir confiance que les choses vont bien se passer. Et donc, quel que soit ce qui va se passer, de ne pas paniquer, de toujours prendre une bonne respiration et de rester dans le calme. C'est dans le calme et la sérénité qu'ils pourront trouver les meilleures réponses et s'en sortir. Et quelle est la clé pour transformer le stress en réussite? La clé pour transformer le stress en réussite, c'est que, comme j'ai peur, c'est que je peux y arriver.
D'accord. Ouais. Alors, merci beaucoup à vous, Jean-Christ Amoussou, pour ces éclairages sur la gestion du stress en période d'examen. Je rappelle que vous êtes consultant, formateur et coach certifié en life coaching. Chers amis téléspectateurs, on retient que le stress n'est pas forcément un ennemi. Il peut devenir une force à condition de savoir le comprendre et de le maîtriser. À vous, chers élèves et étudiants qui nous regardez, faites de cette pression un moteur. Organisez-vous, comme vient de le dire le coach. Restez concentrés et surtout, ayez confiance en vous. Comme le dit si bien une pensée inspirante, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'information. Chaque expérience vous rapproche un peu plus de votre réussite. Merci de nous avoir suivis. C'était l'invité de la matinale. La suite de votre émission, c'est sur ce plateau.